J'ai passé l'âge du militaire, sans trop chercher à faire la paix. Il y a des blessures retardataires qui ne guérissent jamais. Je suis toujours... Daniel Lavoie nous propose un tout nouvel album. Ça s'appelle Mes longs voyages. Bonjour, Daniel Lavoie. Bonjour. Un long voyage, dites-vous. Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas eu des chansons originales? Bon, pas si longtemps. Pas si longtemps que ça? Pas si longtemps que ça, 4-5 ans quand même. Ouais. Ah, Mais cet album-là, bon, Mes longs voyages d'abord, pourquoi vous avez choisi ce titre-là? Évidemment, la chanson de Félix Leclerc, est-ce qu'elle représentait bien l'ensemble de cet album-là? C'est un album bilan. C'est un album qui vient à la fin d'une longue carrière. Ça fait quand même 45 ans que je fais ça. Et puis, j'ai décidé que j'étais rendu où je pouvais me permettre justement un regard... c'est un album assez grave, qui parle du néant, qui parle de la mort, qui parle de l'absurde, avec sérénité et tendresse, je crois, et qui propose la curiosité et l'amour en solution, et qui s'attaque à tout ce qui existe sur la planète de stupide et de ridicule, oui. Il y a des chansons originales, mais vous vous êtes fait plaisir aussi là-dedans, parce qu'il y a des reprises. Oui, j'ai repris quelques chansons de gens que j'aime beaucoup. Entre autres, Félix. Oui. Félix, qui m'a quand même causé quelques problèmes il y a quelques années, mais c'est pas à cause de ça que j'ai rancune contre lui. Et il y a cette très, très belle chanson, d'ailleurs, qui a donné le titre à mon album, qui s'appelle Mes longs voyages, que personne ne connaît, et qui a été écrite, je pense, pour moi, parce que ça raconte un peu ma vie, comme elle racontait celle de Félix. Je me suis rendu compte qu'on avait des vies qui se ressemblaient. Et puis, il y a eu Bachung, parce que Bachung, ça cadrait très bien dans le disque que je faisais. Alain Leprest, qui est un peu le Brel maudit, malheureusement mort, mais avec qui j'ai fait quelques chansons dans ma vie, et qui nous propose, et que je vous propose, la chanson la plus triste au monde. J'appelle ça la chanson la plus triste au monde. C'est une capitulation poétique devant le néant. C'est quelque chose d'affreusement triste, mais en même temps d'une tendresse extraordinaire. Et c'était Alain, quoi. Vous le dites, c'est un album bilan, sans dire que c'est votre dernier album, si on ne le sait pas, évidemment, mais on dirait que vous l'avez un peu abordé comme ça, parce que on l'écoute, puis on sent vraiment que vous n'avez pas fait grand compromis. J'ai certainement fait moins de compromis que tous les autres albums avant, parce que cette fois-ci, c'est moi qui ai tout décidé. J'ai pas laissé le commercial s'imbriquer dans mon affaire. J'ai décidé ce que je voulais faire. En cours de route, j'ai été un peu malade, en fait très, très malade, et je me suis un petit peu... j'ai replacé mon album en fonction d'un peu de mes découvertes, parce qu'on découvre des choses merveilleuses quand on est très malade. Et ça a un peu été teinté par tout ça, et c'est devenu l'album que c'est. Ça prend de l'audace pour prendre ces décisions-là, puis décider de, peu importe les pressions extérieures, de faire ce que l'on a envie de faire. Ça aurait pris beaucoup plus d'audace il y a 20 ans, parce que il y a 20 ans, c'était encore une industrie qui fonctionnait et qui rapportait de l'argent. Maintenant, c'est une industrie qui fonctionne très mal et qui fait vivre à peine ces gens. Donc, j'aimerais vous dire que c'est audacieux, mais ça ne l'est pas tant que ça, parce que maintenant, on fait un album par amour, parce qu'on aime ce métier, parce que c'est pour ça que je l'ai fait, moi. Dans Ceci et moi, on entend un petit garçon qui chante avec vous. C'est une chanson, quoi, autobiographique? Est-ce que c'est comme si c'était la voix de vous enfant? C'est le début. C'est le début, oui. C'est moi enfant. C'est Mathis Saint-Onge, le fils de Guy, qui est le petit garçon que j'étais, qui commence l'album avec sa petite voix et qui me fait penser à moi, parce que je chantais dans le petit chœur de chant à Donnery, Manitoba à l'époque, puis je devais chanter un peu comme ça. C'est très beau de voir les deux voix se mêler ensemble. Un beau mariage. Ouais. Vraiment, c'est pas donné à toutes les voix de se marier. J'ai beaucoup aimé l'idée, oui. Dites-moi, en terminant, vous reprenez la route avec Notre-Dame de Paris? Oui, je reprends Notre-Dame de Paris. Vous vous demandez pourquoi? Ben non, pas pourquoi, mais c'est une autre mouture qui... Parce que ça a tellement marqué les gens ici. Oui. Vous avez marqué Notre-Dame de Paris aussi à votre façon. Ben écoute, j'ai continué à faire un peu Notre-Dame de Paris en version symphonique avec la première équipe, qu'on a fait un petit peu en Russie, en Ukraine et même à Paris. Et puis, dernièrement, le producteur, son fils, en fait, parce que celui qui avait produit Notre-Dame la première fois, m'appelle et me demande si j'avais envie de reprendre mon rôle de Frollo. Et j'ai dû y réfléchir un peu et je me suis rendu compte que j'avais envie,
que j'avais envie d'aller faire du théâtre comme ça tous les soirs et vraiment de me payer la traite, finalement. Je vois ça comme une vacance. Allez-vous l'aborder différemment? Ben oui. Oui. Ben, il est 20 ans plus vieux. Il est plus fragile, il est plus acariâtre, il est plus méchant, il est plus frustré. C'est certain qu'il va s'amuser à être beaucoup plus méchant.